Le professeur Joël Ndaïchimié nous décrit de manière très synthétique la végétation du parc national de la Rusizi qui est subdivisée en deux secteurs, delta et palmeraie. En effet, cette aire protégée du côté du delta est essentiellement dominée par une savane herbeuse, Aphragmite mauritianus. La savane arborée ou arbustive selon les cas est essentiellement dominée par les acacias. Ici, Acacia sieberiana et Polyacantha. À côté de ces savanes, il faut ajouter les formations végétales des zones marécageuses ou semi-aquatiques. Le parc national de la Rusizi est organisé en deux secteurs. Il y a le secteur delta et le secteur palmeraie. Et chacun a des spécificités au point de vue composition floristique ou bien végétation dominante. Alors, là où nous sommes dans le secteur delta. Et le secteur delta, il est formé par plusieurs types d'habitats. Alors, à proximité de la route principale, on va commencer à observer une végétation qui est dominée par les Phragmites mauritianus. C'est une espèce qui est bien sûr très recherchée par la population, mais aussi qui fait partie de l'environnement de toute la végétation côtière le long du lac Tanganyika jusqu'au sud. À côté de ces Phragmites, si on continue vers l'embouchure, on va trouver une autre végétation qui est formée par ce qu'on appelle une savane boisée ou arborée selon les cas, qui est formée par les acacias, deux types d'acacias, Acacia sieberiana et Acacia hoki. Malheureusement, cette année, on n'a pas la chance d'y arriver parce que l'habitat ou bien le parc a été complètement inondé. Ça, c'est, je vais dire que c'est un échec pour cette année, mais on va se limiter si c'est qu'on a. Après, alors, quand on va vers la frontière, on va trouver une autre formation végétale qui est formée par d'autres types de graminées. Et ce qui fait que d'ailleurs la plupart des hippopotames ont migré vers ce côté pour chercher cette espèce fourragère qui est formée par une graminée qu'on appelle Vossia cuspidata. On va le voir quand on va y arriver. Mais là, vous voyez qu'on a été contraint de se limiter uniquement au niveau du secteur de l'État, mais uniquement dans l'habitat qui est dominé par ces Phragmites mauritianus. Dans le secteur palmeraie, site en phase de reconstitution après plusieurs années de diverses exploitations, le professeur Tassien Macharabou, enseignant-chercheur au département de biologie, nous décrit les types d'espèces de ce site qui sont pour la plupart résistantes à l'eau. Il est composé de deux secteurs. Il y a le secteur delta et le secteur palmeraie. Et là, ici, je veux juste vous parler de quelques caractéristiques floristiques du secteur palmeraie. Et comme le nom l'indique, il y a un faux palmier qui est présent là, c'est le palmier iféné. Et la variété, c'est la variété ventricosa. Et cette variété ne se retrouve nulle part ailleurs au monde. Cette variété ventricosa ne se retrouve ici, ne se retrouve que dans le secteur palmeraie du parc national de la Rusizi. Une autre espèce typique aussi de cette partie du parc, c'est le fort becandérabre, qui est une espèce aussi caractéristique des milieux qui font face à un stress d'ordre hydrique ou à des sécheresses récurrentes. Et bien, dans cette plaine, nous sommes dans une région qui est sèche, d'où la présence de cette espèce typique des milieux secs. Une autre chose, c'est que leur protégé aussi fait face à une pression anthropique, ce qui fait qu'on va observer aussi une forme d'anthropisation de les protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression qui est exercée par l'homme sur ces écosystèmes eu égard aux besoins en agriculture. Les gestionnaires de ce parc font tout pour préserver cette richesse malgré l'envie de la population environnante aux appétits inassouvis. Nous sommes là pour protéger surtout les animaux qui se trouvent, les hippos, les crocos, les oiseaux migrateurs. Et vous voyez que c'est une richesse. Avoir des oiseaux qui viennent de l'Europe, de tous les pays de l'Afrique et
de tout le continent qui se trouve sur Terre pour nous visiter. C'est un privilège. Malgré les menaces qui pesaient lourdement sur ces terres protégées, l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, fait de son mieux pour protéger ce secteur et coup de chapeau à ce gendarme forestier. Il y a des actions qui sont menées, vous savez, l'aire protégée est gérée par l'Office, l'OBPE, l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Il y a des gardes qui sont là, qui sont déployés là-bas. Il y a aussi des statuts, des textes réglementaires qui militent en faveur d'une bonne gestion de l'air protégée. Et vous avez bien noté aussi qu'il y a des endroits qui sont dégradés, mais soit aux actions qui sont menées pour les protéger, il y a des zones qui sont maintenant en train de se reconstituer, où on observe quand même une régénération naturelle et il y a lieu d'espérer qu'il y a lieu de revenir à la case de départ avec la stabilisation, la maturation même de l'air protégé. Nous sommes au niveau du secteur Parmélé et ici en fait on a vraiment un témoignage de l'une des formes de menace sur le parc national de la Rusizi, mais aussi un espoir que la conservation peut être effective. En fait, nous sommes au niveau du secteur Parmélé. Et l'une des menaces, c'est qu'il y a l'envie, il y a la nécessité, il y a le besoin de terres cultivables. Et donc ici, c'est un exemple d'un site qui a été ici. Vous voyez que c'est juste en reconstitution. Vous voyez que même les palmeraies sont beaucoup plus loin. Mais ici, ils sont tous détruits parce qu'en fait, avant, il y avait les champs. Mais les efforts de l'OBPE, les efforts du gouvernement ont fait qu'on puisse recouvrer, retrouver la superficie, le site, pour qu'il soit encore une fois, revienne dans la protection, sous la protection comme aire protégée. Et on voit que ça se reconstitue assez rapidement. Mais on va voir beaucoup plus loin que cela n'est pas encore fait, que en fait, c'est au niveau légal, c'est le parc, mais qu'en réalité, ce sont des champs agricoles de la population. Et ici, en fait, je dirais que ça montre que même les sites qui ont été cultivés, qui ont été attaqués, envahis par la population, peuvent être recouvrés et que finalement, ça puisse être se reconstituer, redevenir le parc. Et donc, ici, c'est pour dire que les efforts des décideurs, les efforts du gouvernement puissent être encouragés et finalement, oui. Alors, vous avez aussi vu qu'au niveau du delta, qu'il y a des sites où, vraiment à l'extérieur du parc, il y a des fermes. Ceci se fait au vu des gestionnaires, se fait au vu des décideurs. Et donc, ce site est un exemple pour dire, messieurs les décideurs, messieurs les gestionnaires des aires protégées, on vous encourage à faire la même chose pour que le parc soit respecté. Quittant la plaine, ces travaux de terrain se sont poursuivis au niveau de la crête, en commençant par les tourbières de Kashiru de la commune Mugongomanga, province Bujumbura. En effet, les tourbières font partie des écosystèmes aquatiques et sont gérées dans le cadre de la Convention des zones humides, Convention Ramsar. Cette tourbière fait partie d'autres réserves exploitées au Burundi et d'autres qui ne le sont pas encore par l'ONATUR. Et les tourbières font partie des écosystèmes aquatiques. Et comme vous le savez, les écosystèmes aquatiques sont gérés dans le grand volet, ce qu'on appelle des zones humides. Et vous savez que les zones humides, il y a une convention qui les gère, ce qu'on appelle la convention de Ramsar. Alors au niveau des tourbières, d'abord je vais parler au niveau de la répartition au Burundi. On va les trouver dans les hautes altitudes. Et dans les hautes altitudes, on va retrouver ce marais de Kashiru, ou bien cette tourbière de Kashiru. C'est dans la commune de Mugongomanga. On va retrouver aussi à Gisozi, ce qu'on appelle Kuruyange. Mais on va aussi rencontrer d'autres tourbières dans la commune de Matana, qu'on appelle Kidimbagu, ou à proximité vers Kitanga. Bon, je suis en train de parler des tourbières qui sont exploitées. Alors, on va au nord, on va rencontrer dans la commune de Marangara, c'est-à-dire la tourbière de Buyongwe. Il faut noter que les tourbières sont caractérisées par la présence des espèces indicatrices telles que les sphènes, les graminées du genre Miscantidium et les plantes carnivores. Pour
préserver cet écosystème aquatique, les services en charge de l'exploitation de la tourbe devraient penser aux actions de restauration pour sauvegarder ses principales fonctions, régulation, approvisionnement socio-culturel et de soutien. Bien sûr, il existe des espèces indicatrices. Et ces espèces indicatrices, c'est notamment l'Hesperius latifolius rukangaga, ou bien l'autre espèce qu'on appelle Uruguhu, qui malheureusement cette année, on ne la voit plus. Ça a été coupé, mais on peut voir quelques vestiges, quelques pieds qui restent là. Alors, les tourbières hébergent une grande biodiversité, que ce soit animale ou végétale, parce qu'il y a la présence des espèces rares. Et parmi ces espèces rares, on va retrouver celles qui font partie d'un groupe de mousses, ou bien celles qui font partie d'un groupe de plantes carnivores qu'on appelle Drosera madagascariensis. Je pense qu'on va la voir de l'autre côté. Alors, c'est un marais qui va être exploité cette année. On peut se poser une question. Bien sûr, on exploite, qu'est-ce qu'on va faire après? Et nous proposons que ce n'est pas interdit d'exploiter, mais faites des actions de restauration pour maintenir cette ressource toujours disponible. C'est ce que nous proposons, c'est ce que nous prenons pour le cas présent. Si on exploite de manière non réfléchie, ça va tendre vers l'assèchement total de ces marais et on n'aura plus d'eau comme c'est un réservoir d'eau. Au parc national de la Kibira, les descriptions ont porté sur la caractérisation de la végétation de haute altitude, ici les forêts ombrophiles de montagne. D'autres informations sont complétées par le guide forestier qui est très utile et très documenté sur les aspects de cette forêt. Cette réserve forestière de 120 km touche 9 communes de 4 provinces de notre pays. Nous sommes au sud du parc national de la Kibira, mais par rapport au pays, nous sommes au nord-ouest. Alors, qui dit parc national de la Kibira, c'est un mot vaste, mais l'essentiel est que parc national de la Kibira signifie territoire de forêt d'un pays protégé et normalement clôturé pour sauvegarder la vie sauvage, justement pour un intérêt national. Alors, les parcs nationaux au Burundi datent des années 1980. Alors, cette forêt se répartit sur 4 provinces à 9 communes. Ça veut dire que ça se donne une portion de terre sur 4 provinces à 9 communes. Ça veut dire que pour le moment, nous sommes en province de Muramvya, en commune Bukeye, mais on a aussi une forêt à la même province, à la commune de Muramvya. Ça veut dire que la forêt se donne par ici, au niveau de Teza, ça se donne une portion de forêt en commune Muramvya et en commune Bukeye où nous sommes. Lugazi, c'est de l'autre côté, effectivement, de la province de Bubanza. Ça veut dire que pour la province de Bubanza, la forêt se donne une partie de forêt en commune de Musigati et en commune de Rugazi, mais aussi Rugazi et Musigati pour la province de Bubanza. Et pour la province de Kayanza, la forêt se donne une terre en 3 communes. D'abord en commune Matongo, ce n'est pas loin d'ici, et puis en commune Muruta et en commune Kabalole, c'est juste à la frontière du Rwanda. De l'autre côté, à l'ouest, nord-ouest, la forêt se donne une partie de forêt à la commune de Bukinanyana et en commune Mabayi, en tous en 9 communes. L'importance de cette forêt étagée et stratifiée n'est pas à démontrer sur plusieurs plans, malgré certaines menaces. C'est une forêt d'importance capitale car c'est une forêt qui joue un rôle très important pour la régulation des eaux, pluies et climats locaux. Mais c'est aussi une forêt très importante qui a permis naissance à d'autres services, notamment il y a le TB qui fonctionne mieux grâce à la Kibira. Ça veut dire que le thé cultivé par le TB demande une pluie importante et une région humide, et c'est la forêt de la Kibira qui conditionne toutes ces situations. Alors il y a aussi la DPAI Kayanza qui profite de cette forêt, mais il y a aussi la SLD Imbo qui utilise l'eau de cette forêt pour irriguer les champs de riz. Il y a aussi effectivement la régie des eaux. Plus loin, au nord, dans le Wugesera,
Des îlots de lacs font la fierté de la province Kirundo, frontalière avec le Rwanda. On note aussi la présence des espèces de la réserve naturelle forestière de Murehe, qui est une forêt sclérophile. Les espèces de poissons, de vertébrés et invertébrés sont la plupart des animaux qui peuplent ces lacs. Enfin, les travaux de terrain ont été clôturés par la randonnée à l'intérieur du parc national de la Ruvubu. En effet, la création date de 1980 avec une superficie de 50 800 hectares. Le parc est connu pour la beauté de ses espèces animales qui y habitent. Au niveau végétal, le parc national de la Ruvubu est formé essentiellement de 4 types de savanes, des marais et des galeries forestières. On note cependant que la grande partie est occupée par les graminées. Malheureusement, l'absence ou l'irrégularité de feux de gestion de ces dernières années fait que la population des buffles n'est plus abondante. Je ne vais pas revenir sur la description des types d'habitats qu'on rencontre dans le parc national de la Ruvubu, mais c'est principalement une savane associée avec des galeries forestières et marais, contrairement à ce que nous avons vu dans la plaine qui était essentiellement formée par les Phragmites mauricianos.